Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. Un présumé bandit a été abattu et une voiture endommagée par des projectiles. C'est le bilan d'une attaque perpétrée par des bandits armés circulant à moto ce mardi après-midi à la rue des Casernes, selon plusieurs témoins interrogés par Radio-Télé Galaxie. Le présumé bandit était accompagné de 2 autres complices. Ils avaient en leur possession la recette de camions de distribution de la compagnie Brana. Ils ont emporté plus de 100 000 goudes. Les riverains de ce secteur ont profité pour dénoncer le phénomène de l'insécurité qui prévaut dans le pays depuis le début de l'année 2016. Suivons quelques-uns d'entre eux au micro de Télégalaxie. Bon, citoyen ça nous nous pas venir bailler toute information de lui-même. Ça veut dire ça c'est nous, mais cabinet nous là. Cabinet nous c'est dans zone nan lié et nous même pour bien doué tant que citoyen zone là nous toujours victimes des citoyens ça bon capable dire on pas gain un an de ça depuis dans zone ça m't'a monter yo pour bag madame dans zone là dans cas ça me capable dire c'est bagage qui va passer mais nous même nous ça nous monsieur accoucher nous pas venir bien imbu de situation qu'on de sortir qu'on de pas sortir mais nous dou sécurité assez la rage la fête ces bagages ça yo cap manger nous là dans pays là alors ils sont bagages tout côté et nous même nous demander la police toujours assumer responsabilité pour peuple là capable de sécurité pour le peuple là chita la caille chita dans zone pour dans la paix parce que aujourd'hui nous pas vivre nos situations comme ça aujourd'hui nous demander directeur la police là assumer responsabilité pour population capable de sécurité dans ville dans pays pour capable vivre en ouvrir l'école pendant moi machine à camper c'était nous trois moi t'ai gain comme sous moi comme marchandisateur sous moi les armes yo tiré me percé yo percé et puis kounya là yo prend comme là gain de sauver monsieur à terre donc moi blessé là donc c'est azam cause zam là et revolver monsieur aller pour tirer mais le ciel dit non c'est de pour non va toujours recevoir pression mais on pas recevoir pression tellement agressive on pas connaît yo même yo capable connaître mais moi pas connaît parce que c'est vendeur que mieux combien ça va balancer ba autorité ça va dire bon pour la police fait devoir li mettre sécurité chaque monde qui gon business doit gon sécurité et que sans là si c'est pas le ciel m'ta pas terre m'ta pourri nèg ta fin encore là mais toute pièce même mais bourse même l'argent yo prend tout. Les perspectives économiques sont peu réjouissantes pour le prochain exercice fiscal. C'est la conclusion d'une analyse produite par le groupe Croissance autour du projet de budget 2016-2017. Dans ce projet de loi de finances déposé au Parlement, le gouvernement table sur une croissance de 2,2% de l'économie pour la nouvelle année fiscale. Le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, juge ces prévisions insuffisantes pour permettre au pays de sortir du cycle du sous-développement. De l'avis de l'économiste, le pays peine à atteindre un niveau de croissance soutenable en raison des désastres naturels et de l'instabilité politique récurrente. Suivons Kessner Farrell. Perspective n'est pas bonne du tout, puisque nous seulement prévoyons 2,2% de croissance. On connaît que chaque année, nous croît à un rythme supérieur à 1% au niveau de croissance démographique. Donc si je crois à un rythme, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de retard pendant les dernières années. Donc, on ne peut pas mettre assez de manger sur la table là pour nous permettre que tout petit pays a manger. C'est ça que ça veut dire. Et je vais répéter pour nous. Pour que Haïti ait éliminé la pauvreté en 2030, un engagement que nous prenons en septembre 2015, il faut que l'économie croître à un rythme de 10%. Donc, soit croître seulement à 2,2%, ça veut dire qui retard va cumuler là. Pour qui ça nous a raté OMD 2015, c'est parce qu'entre 2000 et 2004, nous rappelons qu'il y a une ambiance politique qui était dans le pays. Nous allons dans la période olympique, nous avons couru, ça nous a capable de brûler 100 mètres, sous la tête des départ là, on a raté pour ça. On a mis le coussin de bol. Donc ça a fait là pour nous. Et ça a attiré l'attention dans la presse. Aujourd'hui, Haïti mal commencé la course 2016-2030, puisqu'il commençait seulement avec 2,2%. Qui veut dire, retard de près de 8%, il faut récupérer l'année qui va venir. Et le danger que nous avons couru, c'est que nous avons l'habitude pendant 30 dernières années, il y a une possibilité pour nous mettre 2% ça. Et si tel est le cas, en 2030, nous n'avons pas 10 millions haïtiens, nous avons au moins 13 millions. Pendant 10 millions, il y a 7 millions de gens qui sont pauvres.
Donc en 2030, si nous avons 13 millions de monde, nous avons 10 millions de monde qui pauvres. Mettez ça dans la tête nous. Cette perspective d'avoir 10 millions de personnes pauvres dans le pays, il existait si nous avons un comportement politique, si nous avons un budget qui est extrêmement faible. Et si nous pensons que aujourd'hui, il y a une sécurité dans le pays, nous avons 10 millions de monde, nous avons 13 millions, nous avons la prière. Mais comment pour nous libre budget sur le plan social et à travers les objectifs de développement. Pour améliorer la croissance économique, les décideurs, membres de la société civile, et le monde dans le secteur privé, il y a qui ça veut dire là? Premièrement, la stabilité politique, pour nous mettre. On a plus confiance pour nous réaliser l'élection. Et l'élection, en fait, l'élection, qui avons confiance que le résultat est bon. Il n'est pas capable, et les gens qui gagnent, et les gens qui ne gagnent toute la bataille. Ensuite, il y a un ensemble de réformes pour nous faire. On a une énergie là, mais pas une énergie simplement. Pour le problème environnemental. Deux facteurs qui affectent la croissance économique pendant 30 dernières années, il y aurait les désastres naturels avec l'instabilité politique. Il y a deux plus gros facteurs. Donc, si on n'est pas capable de réduire les désastres naturels, si on n'est pas capable d'une piste sur le plan politique, on continue à croître à rythme sur le plan démographique. Jean Mdoulala, on parle en 2030, mais on garantit, si nous pensons que le pays n'est pas bon, on est en 2030. D'ailleurs, on dit là, la croissance n'est pas suffisante, il faut que le durable, il faut le soutenable, de la sustainability. Donc, ce n'est pas un affaire politicien simplement, c'est nous tous qui pouvons impliquer nous, parce que on garantit, si on regarde les politiciens qui sont sur le terrain là, en 2030, on ne peut pas là. Donc, jeunesse là, lui-même, il faut l'impliquer là, ça faut le suivre. Objectif de développement durable. Et ce n'est pas sans raison qu'au niveau observatoire système financier croissance là, pour qui ça, on a pris un budget, on a essayé de mettre au niveau de tout le monde, ce n'est pas juste pour le financement, mais est-ce que on est capable de permettre que les jeunes qui ont fait jeudi à là, comment on va vivre en 2030? Voilà comment on aligner le budget avec les objectifs de développement durable. Haïti est classé parmi les 4 derniers pays les moins performants en matière d'énergie. C'est ce qui ressort du dernier classement de l'indice de performance de l'architecture énergétique publié par le Forum économique mondial. Haïti se trouve à la 123e place sur 126 pays pris en compte dans ce rapport. Suivant le document, seulement 30% des membres de la population haïtienne ont accès à l'énergie. Cette situation critique appelle à la mise en place d'un nouveau cadre légal en vue d'une meilleure coordination au niveau du secteur énergétique en Haïti. Kessner Farrell est le PDG du groupe Croissance. Le rapport sur l'énergie, c'est le Forum économique mondial qui nous correspondait en Haïti. Nous publions ce qui se passe dans l'affaire énergie. Et pour que ça crée une stabilité en place, c'est parce que nous connaissons que l'énergie a un impact sous finance publique haïtienne. Il y a 250 millions de dollars américains de subventions. Donc lorsqu'on prend 250 millions de dollars américains, on met de l'énergie et on regarde les classements pays d'Haïti, eh bien, il faut que 250 divisé par 5, là-bas, on peut près de 5 émissions qu'on va faire dans ça. Donc, là, nous allons regarder les résultats qui gagnent l'énergie. Mais classement, la Suisse, la dernière fois que nous travaillons avec nous, nous démontrons une indice compétitivité, c'est la Suisse numéro 1. Et voilà que nous avons la Suisse numéro 1 dans l'indice de performance, l'architecture énergétique. Donc la Suisse fait 0,79 sur 1. On va regarder la deuxième position, c'est la Norvège, troisième c'est la Suède, quatrième c'est la France et cinquième c'est le Danemark. Quand il y a l'Endral pour Haïti, Haïti retrouvé parmi les 4 derniers et l'ex-écho avec Yémen qui fait seulement 0,44 sur 1. Donc on va faire 0,5. Comment on calcule dans 0,44 Haïti? On regarde la croissance économique et développement, Haïti fait 0,41. On regarde la durabilité environnementale là, il fait 0,69. Mais regardez notre savon, c'est la plus mauvaise note qui gagne, à savoir accès et sécurité énergétique. Ça veut dire pas plus que 30% haïtiens qui ont accès à l'énergie. Donc voilà comment nous prenons le rapport mondial sur l'énergie pour nous regarder l'indice et qui montre pour qui ça que Haïti retrouve une très mauvaise situation de l'énergie et qui impacte les gains non seulement sur le budget global là, mais l'argent sont en train d'apprendre pour mettre l'éducation, pour mettre la santé, pour mettre l'environnement. Mais données qui est intéressant pour nous regarder, on a regardé les dernières colonnes. Nous prenons tendance 2009-2016. Nous prenons indice sur 7 années depuis que nous mettons en place. Si on parle là, regardez Haïti pour moins 13. Regardez la République dominicaine, 0,61. Regardez la République dominicaine pendant 7 dernières années. Il fait plus 19. On a regardé Jamaïque, 0,52. Regardez performance, plus 19. Donc il a amélioré de 19 points pendant la même période que Haïti lui-même a retardé de 13 points en quelque sorte. Donc voilà la raison pour laquelle l'énergie, nous ne sommes pas capables de voir avec et qu'on initiative mettre en place qu'on y a là pour faire un dialogue
pour la population participer à l'énergie, c'est fondamental parce que tout autant que l'énergie doit détériorer, pas de croissance économique et la agir plus sur le budget de la ville. Les activités sont au point mort au Parlement haïtien qui doit pourtant se réunir en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président Jocelyn Privert en fin de mandat depuis environ 1 mois et demi. Le Parlement devra se prononcer également sur le projet de budget pour l'exercice fiscal 2016-2017 déposé par le gouvernement depuis le 29 juin dernier. Le député Ketel Jean-Philippe, membre de l'Alliance parlementaire pour Haïti, a dénoncé la politique de la chaise vide pratiquée par les sénateurs et les députés. Ketel Jean-Philippe. Profiter, soulever normalement question, débat et demander à la société pour réfléchir sur ça pour que pendant que des citoyens honnêtes doivent violer, alors qu'au niveau du Parlement, ils ont organisé capable de dire un système pour normalement violer les droits citoyens pendant qu'ils ont même fait affaire au passé. Donc, deuxième bagaille, je voulais attirer attention nous, c'est question assemblée qui n'est pas faite au niveau du Parlement. Nous faisons plusieurs tentatives, nous dans session ordinaire pour te gagner assemblée qui fait. Malheureusement, les collègues n'ont pas compris la réalité. Et ils n'ont pas compris la réalité, ils n'ont pas décidé de faire assemblée. Sous prétexte qu'il y a une assemblée nationale qui bloquait toute bagaille net. Moi, je pense que l'État préférable, même si l'assemblée nationale ne sera pas faite, mais nous fait. Parce que la population en paye nous touchons chaque mois, nous devons venir travailler. Voilà que nous ne pas venir travailler et que nous ne pas répondre même avec exigence constitutionnelle. Nous avons une session à l'Assemblée extraordinaire qui est convoquée. Nous ne pas venir pour nous voter la loi budget rectificative 2015-2016 là. Et rectificative là. Donc, nous avons une certitude par rapport à l'ensemble des activités que nous faisons dans le pays. Nous ne pas répondre à exigence constitutionnelle nous et coup c'est intérêt qui est en jeu, il paraît à la monter là-dedans. C'est autour du thème contribuant à réduire la détention préventive prolongée que le barreau de Port-au-Prince a lancé officiellement ce mardi la 4e phase du projet BAL financé par l'État haïtien et la MINUSTA, dont l'objectif est de combattre la détention et d'accompagner les plus vulnérables. Le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, dans son intervention, a souligné l'importance d'un tel projet dans le système judiciaire haïtien et encouragé toutes les personnes en situation difficile à contacter le barreau pour la suite légale. Stanley Gaston. Dans le cadre du projet d'assistance légale, là, qui s'allie essentiellement, c'est rendre la justice accessible, c'est assister des gens qui démunis, des gens qui sont en situation économique faible. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'emploi, pour l'essentiel des gens qui sont au chômage, ou bien des gens qui ont un emploi, mais comme ils ont touché, pas permettre que véritablement les gens payer un service ou un avocat. Et dans le cas d'assistance légale, il y a 2 volets. Il y a un volet gens qui sont en prison, et pour les gens qui sont en prison, il y a des consultations que le barreau de Port-au-Prince bail. Et il y a l'autre volet, c'est volet réduction, violence au niveau des communautés. Et ça lui-même, il y a des forums qui sont organisés périodiquement, qui permettent que des avocats qui sont dans le programme BAL y aller dans les communautés, et ils rencontrent la population et c'est au courant de problèmes, sensibiliser les gens sur des questions légales et ça permet que véritablement il y ait des conflits qui passent dans la communauté. Et dès lors qu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire qu'automatiquement il y a moins d'infractions, donc il y a moins de monde qui a besoin d'assistance légale. Donc au niveau de l'assistance légale, là, ils ont intervenu et en amont pour la sensibilisation et la vulgarisation, pour réduire les violences, et en aval à travers l'assistance que vous baillez dans le tribunal à des mondes et pour des consultations. Donc, est-ce que à partir de la 4e phase, est-ce que nous commençons à implémenter nos assistants? Comment ça arrive? Ah, non, disons que vous connaissez, on paye plein de monde dans la prison, donc c'est des demandes quotidiennes que vous gagnez. Donc, oui, tu as toujours une demande. Il faut que la 3e phase là, elle était finie au mois de mars, mais bien que la 3e phase était finie, tu as toujours quand même une cellule qui continue à travailler, à recevoir des dossiers, à faire suivi sur des dossiers qui étaient encore pendant. En quelque sorte, BAL n'a pas jamais véritablement campé. Donc, il y a une période de temps mort, activité réduite, mais toujours il y a des suivis qui sont faits. Est-ce que dans la législation, pas loin, donc, pas bien élu, est-ce que des fois, lorsque nous mettions une prison de façon illégale, nous mal de la prison, donc est-ce que tu as une réparation ou qui peut être préjudiciable? Dans le cas, ça l'aide, je ne sais pas, ça va au niveau en tant que suivi. Non, mais ça peut comprendre. Et un monde qui est victime,
de arrestation illégale, arrestation arbitraire, ou bien d'une manière quelconque, d'un attentat à la liberté, moun ça, les disposer d'actions. Déjà, là, dans la Constitution, les permettre de gagner des poursuites qui fait, et là, dans l'ensemble de conventions qui a été signées, particulièrement par international relatif aux droits civils et politiques, des recours possibles. Mais avec une seule nuance, les gens qui ont fait recours, généralement, c'est des recours pour aboutir à des dommages et intérêts. Donc, dès lors qu'il y a une question d'argent que les gens n'ont pas rentré, le ça, c'est pour un monde encore qui n'a assistance légale de la façon que le monter. À ce moment, mon a contacté un cabinet avocat, il a contacté des avocats salariés, il signé des conventions avec lui, et puis si mon n'a pas les moyens, cabinet ou bien avocat, il a accepté de faire frais pour mon et le coup là, mon a gagné dans le recours que l'engagé a, s'il va gagner réparation, le ça cabinet ou bien avocat, il est capable de toucher honorer sous ça la gagner. Mais j'aime la concevoir, il y a pas mon consultation pour expliquer mon qui recours que il gagne, mais mon n'a pas recevoir un accompagnement en tant que tel à l'occasion de tel procès. Et le plus souvent, ce genre de procès, il y a des procès civils. Or pour l'instant, l'accompagnement qui est là, c'est un accompagnement au niveau pénal. Le groupe de recherche et d'intervention en développement et en éducation GRID se réjouit de certaines avancées opérées par les autorités gouvernementales dans la mise en place d'un fonds de 10 millions de gourdes pour le développement des municipalités. L'organisation exige qu'un chapitre spécial soit réservé aux collectivités dans le nouveau budget. Par ailleurs, André Lafontaine-Joseph, coordonnateur du GRID, qualifie de scandaleux le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion des fonds destinés aux collectivités territoriales pour l'exercice fiscal 2013-2014. André Lafontaine-Joseph. Plaidoyer que nous avons mené, démarche que nous avons mené pour l'argent descendre dans les collectivités territoriales, il commence par résultat. L'officiel qu'on a que l'année prochaine, chaque mairie a droit à 10 millions de gouttes et 530 millions de gouttes qui pourront distribuer entre sections communales pour projet. Donc c'est une bonne chose. Bien sûr, il y a un petit problème là-dedans parce que nous voyons que n'y a pas créé un chapitre spécial pour collectivité dans le budget. Probablement, son l'argent pour le voir dans le ministère de la planification pour que le ministère de la planification crée problème. Là que collectivité a besoin de blanc, côté que des gens pour demander commission, pour faire magistrat, faire casec, marcher chire soulier dans le ministère, nous-mêmes nous demander, nous continuer bataille pour que un chapitre spécial dans le budget pour collectivité parce que c'est des entités publiques c'est des entités administratives que même avec toute l'autre yo. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GARE et le service jésuite aux migrants attirent l'attention de l'État haïtien sur la situation dégradante des migrants en terre étrangère, plus précisément en Colombie, au Panama et au Brésil. Environ 520 migrants d'origine haïtienne se retrouvent bloqués au poste frontalier entre Panama et Colombie. Ces migrants, dont la majorité sont des femmes, sont sujets à de nombreuses maladies, dont la fièvre Zika, la malaria et la pneumonie, indique Léo Piso Bien-Aimé, officier de communication et plaidoyer au service jésuite. Gagné environ 520 migrants, majorité là-dedans c'est ressortissants haïtiens et cubains qui étaient bloqués dans la zone Toulboa. Ils sont bloqués pour qui ça? Parce que dans la date 9 mai 2016 qui s'est passé là, le président panaméen Juan Carlos et Varela, il prend une décision côté de fermer frontière entre Panama et Colombie. Et depuis, malheureusement, les migrants, depuis le commencement mois de juin, ils ont été bloqués dans la zone Toulbo. Côté situation vraiment difficile. Gagner 23% là-dedans qui c'est femmes, 74% c'est garçons, 3% c'est timoun qui étaient bloqués et situation de plus en plus compliquée. Parce que dans un rapport commission sur les migrations forcées, exil et la réconciliation, CER, qui regroupe ensemble organisations société civile dans le pays Colombie, organisation académique, organisation droits humains, spécifiquement droits migrants, réfugiés et l'autre monde qui a besoin de protection. Ils ont fait des observations auprès sous site côté migrants et dans tout le beau. Ils ont identifié la situation vraiment
difficile. Gen nan yo qui gen atteint fièvre Zika, gen qui gen malaria, gen qui fait pneumonie, gen qui fait hépatite, gen qui gen grippe et yo très exposé tout par rapport à situation insécurité qui gagne dans le pays Colombie par rapport à question conflit armé, etc. Puisque ressortissants haïtiens qui dans situation difficile ça dans la frontière Colombie, qui étaient sortis au Brésil, qui étaient allés bien sûr au Brésil pour y chercher une meilleure condition la vie, mais actuellement le Brésil a fait face à une crise économique et sociale qui plus ou moins affecté les conditions de la vie migrants ça yo, un chômage. En pile nan yo allé au Brésil, c'était peut-être yo travail pour aller travailler dans la construction qui t'a pral gagner le mondial 2014 t'a pral arriver et sûrement avec question Jeux olympiques qui pral gagner au Brésil là, chantier ça censé fermer et migrants ça yo viennent pas gagner l'autre espoir, ils obligés à chercher l'autre frontière pour y aller États-Unis avec l'autre pays dans l'Amérique centrale. C'est ça que fait, ils arrivé par rapport à la décision du président panaméen te prend, ils fermé la frontière et ils allaient bloquer dans la zone Toulbo. Gare KJM, qui c'est des institutions qui travaillent pour une autre forme de migration et continuer de défendre les droits de tous les migrants dans le monde là, et en particulier les migrants haïtiens, ils ont estimé l'important pour attirer attention l'opinion publique là et les formuler ensemble de recommandations avec l'État haïtien pour demander pour venir porter assistance aux migrants et porter aide parce que c'est ressortissants nous ont besoin de ça. La responsable de communication et de plaidoyer du Gard, Géralda Saint-Ville-Lubin, lance un appel à l'État haïtien afin de venir en aide aux migrants en situation difficile en Colombie. Les autorités haïtiennes doivent apporter un support immédiat aux migrants en leur fournissant des documents de voyage, tout en renforçant les différentes instances concernées afin de répondre activement aux problèmes des migrants. Géralda Saint-Ville-Lubin. Gard et SJM vraiment inquiétés de façon côté migrants haïtiens apprennent tout mauvais chemin, forêt embarrassée pour aller vers de nouvelles destinations. Et en pile fois, quand pile conséquences sur gens moun voyager qui gagne pile conséquences tout sur la vie. Dans ce sens ça nous voulons adresser un ensemble de recommandations à l'État haïtien. D'abord, nous demander pour l'État documenter et porter secours à moun près de 520 migrants qui dans la localité Toulbo en Colombie, qui sont en localité frontalière avec Panama. Côté gen yo qui frappé par épidémie tant que Zika, hépatite, pneumonie, etc. Et conditions la vie vraiment difficile. Alors nous demandons pour l'État haïtien rapidement aller porter support à moun sa yo ou aider au retourner. Nous demandons tout pour l'État haïtien fournir des documents d'identité et de voyage. By moun sa yo mais by toute population pour rendre service ça plus disponible. Parce que selon constat nous fait par rapport à dysfonctionnement système état civil nous en Haïti, li affecté non seulement haïtiens qui vivent dans le pays mais l'affecté tout haïtiens qui à l'extérieur pays. Nous demandons tout pour l'État renforcer différentes institutions étatiques qui impliquent dans les affaires migration, renforcer et permettre que occasion rôle plus active dans problématique ça que nous connaissons aujourd'hui côté que nous avons une population qui c'est des potentiels migrants. Nous demandons tout pour l'État créer des conditions socio-économiques qui adaptées surtout dans zone province, dans zone reculée, dans zone frontalière qui permettent que migration par seule option moun yo gagner au moins yo ka négocier façon voulez migrer en fonction de alternatives yo gagner parce que zone ça yo souvent dépourvu d'infrastructures. Ça fait que moun n'a pas aucune confiance dans la capacité pour rester dans le pays pour vivre, mais plutôt ouais migration comme échappatoire. Nous demandons tout pour l'État gagner une politique migratoire qui respecte droits humains, qui respecte toute dignité monde. C'est vrai que actuellement nous saluons l'initiative qu'a faite pour élaborer une politique migratoire, mais nous dit tout faut avancer plus rapide pour qu'à permettre que politique ça li vini en application et qu'a agi sur problématique migration haïtienne de nos jours. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi.